Salam alaikum, Azul, bonsoir. 5 octobre 1988, 22 février 2019. Un jalon particulièrement agité de la longue route pour la démocratie, pour le recouvrement de la souveraineté du peuple algérien sur son propre destin. Un jalon tragique de 3 décennies, semé d'embûches, où la manipulation et la subversion ont fait des ravages, où la répression a semé la mort et la dévastation, engendré des dizaines de milliers de morts, des milliers de disparus, 1 million de personnes déplacées. Une ouverture arrachée par une jeunesse qui a été fauchée à la mitrailleuse lourde et qui a laissé croire à un certain moment qu'elle était réelle, cette ouverture, que le règne du monopartisme était désormais révolu, que la démocratie n'allait plus désormais se conjuguer au conditionnel, que les élections allaient être réellement libres et leurs résultats acceptés comme l'expression inviolable de la volonté populaire, que les élections allaient désormais être transparentes, que la presse allait pouvoir informer en toute indépendance et sans aucune bride, que l'économie allait vraiment être libérée de l'étreinte des barons du régime et de leurs clients. Mais il ne faudra que très peu de temps pour que les Algériens déchantent, pour qu'ils reviennent de leurs illusions. Le régime allait se durcir encore plus qu'il ne l'était. Les chefs de l'armée allaient sortir du bois et s'opposer directement à la volonté populaire. Ils allaient plonger le pays dans l'indicible et transformer les ouvertures qui ont suivi les événements du 5 octobre en démocratie de façade. Les Algériens ont été violemment empêchés d'exprimer leur volonté, de choisir leur voix et des représentants légitimes. Ils ont été atomisés, anesthésiés, plongés dans une sorte de coma politique. Ils ont été flanqués de partis politiques comme autant de gardes-chiourmes, conditionnés par une presse aux ordres, subvertis par une logique de corruption massive. Ils ont été tiraillés par des polémiques dévastatrices, pain béni pour un régime prédateur, pour une contre-révolution permanente qui ne se maintient à la tête de ce pays que par les moyens les plus sournois, les plus dévastateurs, les plus clivants. La route a été longue, éprouvante, jusqu'à février 2019, qui avait permis à tout un peuple de se retrouver enfin, de s'unir de nouveau, jusqu'à ébranler dans ses fondements même le système mafiocrate qui avait fait main basse sur l'Algérie, jusqu'à le contraindre à une logique cannibale, anthropophage. Mais c'était canté sans la contre-révolution, une contre-révolution systémique qui est toujours aux commandes à ce jour, déterminée à ne jamais lâcher ce pays qu'elle a si atrocement vampirisé, dont elle s'est emparée de tous les attributs et jusqu'à sa mémoire. Nous en sommes là aujourd'hui. Les Algériens ont suspendu leur Hirak pour des raisons de force majeure. Iront-ils jusqu'au bout de leurs rêves? Sauront-ils conjurer les forces mauvaises qui planent sur leur vie? Parviendront-ils à sauver leur nation des griffes du monstre qui a pris leur pays en otage? الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوط في الظهر في يدو شعار، المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخير
خضر نجمة وهلال بالحمر. 1988-2019, la longue route de la dignité. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Abdelrahim Moussawar, enseignant, militant politique. Abdelrahim, merci d'être là. Bonsoir Jamaldine, bonsoir Khoya Elias, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour l'invitation, notamment à une émission qui porte un titre qui nous est, une date qui nous est très chère. J'espère qu'on va discuter de ça, parler du parallèle que cela pourrait avoir avec la génération ou les générations d'aujourd'hui, le Hirak. Exactement, merci beaucoup. Lies Jbaili, ingénieur, économiste financier, fondateur de l'Algérie Droit Devant. Lies Jbaili, merci d'être là. Merci Jamaldine, merci pour ton invitation, merci Khoya Abdelrahim et merci pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Inch'Allah, c'est une très belle émission. Alors, merci. Avec nous depuis Alger, Amira Boraoui, militante pour la démocratie, docteur, médecin et militante pour la démocratie. Amira, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous retrouver, Monsieur Benchenouf. Et bonsoir aux auditeurs ainsi qu'à vos invités sur le plateau. Merci beaucoup, Amira. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Amira, puisque vous êtes avec nous, alors, octobre 88, 2019, que de chemins parcourus, que de tragédies, que d'embûches. Votre sentiment aujourd'hui, en octobre 88, vous étiez un enfant à l'époque, je présume, mais vous avez été très présente dans l'après 88 et jusqu'à tout récemment pendant le Hirak. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de toute cette période, de cette trentaine d'années de lutte et de répression et de violation des droits et de détournement de la légitimité populaire et j'en passe? On fait nos classes et puis moi je suis quelqu'un de positif, donc pour moi on s'améliore, on continue à militer. C'est vrai que je n'étais qu'un enfant, il y a une dizaine d'années, en octobre 88, mais j'étais aux premières loges quelque part parce que j'habitais Bab el Oued et que j'habitais à l'endroit où beaucoup de jeunes étaient sortis. Bon, pour un enfant, il comprend pas trop ce qui se passe. C'est vrai que c'est la fête au village. Il n'y a pas d'école. Il y a des baskets partout. On est rentré, les jeunes sont rentrés sur le Fellah. Et puis voilà, l'enfant ne comprend pas trop. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, petit à petit, on commence à analyser les choses. Et comme vous le savez, j'habitais une cité de médecins militaires et dehors, les jeunes, ils se sont fait gérer au début par la police, qui a été rapidement dépassée. Parce qu'il faut préciser quand même que la police de l'époque n'est pas la police d'aujourd'hui, c'est pas celle qui a géré le Hirak, par exemple, même si le Hirak n'avait rien de violent, et justement parce qu'on avait quand même compris la leçon et fait notre première classe, et que la violence ne peut appeler qu'à la violence. Donc la police a été rapidement dépassée, et par la suite l'armée a été appelée, et là l'armée n'étant pas du tout habituée à gérer des manifestations, parce que son travail c'est quand même la défense, et il y a eu des victimes, c'est désolant et c'est resté gravé. Mais malheureusement, par la suite, d'octobre 88, le fruit n'a pas mûri, il a rapidement pourri. Et puis, 20 ans plus tard, vous savez, quand le mot Selmiya, quand on a commencé à sortir dans la rue, déjà depuis 2011 me concernant, le mot Selmiya était toujours dans nos bouches parce qu'on était complètement traumatisés par ce qui s'était passé en octobre 88 et qu'on ne voulait absolument pas qu'il y ait une seule goutte de sang, et donc c'est pour ça que 2019 a été autre chose, et bien sûr avec la présence de autant de femmes que d'hommes, et ce qui a apporté beaucoup d'apaisement aux manifestations, et heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes. Merci, restez avec nous Amira. Alors Abdelrahim, octobre 88, finalement avec le souvenir qu'on a gardé, il n'y avait que la jeunesse dans la rue, il n'y avait quasiment que la jeunesse. D'ailleurs, c'est ce qui distingue beaucoup certains l'appellent révolte, d'autres révolution, émeute, sursaut, complot pour certains d'autres. Mais
Voilà, mais il n'y avait que des jeunes, il n'y avait que des jeunes, c'était une révolution des jeunes, et d'ailleurs qui n'étaient pas porteurs de revendications politiques. C'était une grande colère qui avait explosé, si l'on accepte les syndicats, le personnel de la SNVI à Ruiba, qui était entré en grève, et qui en sont arrivés aux mains avec la police. Mais sinon, aujourd'hui, si vous faites la différence entre 1988, avec tout ce que cela a produit de conquêtes, j'allais dire, malheureusement qui ont mal tourné, et 2019, où c'est tout le peuple algérien qui était dehors, jeunes, femmes, hommes, enfants, moins jeunes. Tu as bien fait de m'épargner de parler d'octobre 88 parce que j'avais 6 mois à cette époque-là. Oui. 6 mois, ouais, j'avais 6 mois, je suis né en mois de mai 88. Effectivement, hier d'ailleurs, je rends hommage à tous ces militantes et militants politiques, syndicaux, associatifs qui veillent à ce que le devoir de mémoire soit respecté, le devoir d'histoire envers notre peuple. Hier, à Place de la République à Paris, il y avait on a organisé une manifestation, donc c'était un hommage à tous les martyrs d'octobre 88, et puis il y avait des témoins, des témoignages. On a écouté les témoignages des uns et des autres. Effectivement, apparemment, il y avait des universitaires, il y avait des lycéens, en majorité, des lycéens dans les différents lycées d'Alger et même ailleurs qui s'organisaient, qui commençaient à s'organiser avant le 5 octobre pour faire quelque chose parce que déjà c'était la jeunesse en pleine florescence et puis c'est un pays qui commençait à avoir un pourcentage de jeunesse qui grandissait, qui devenait très important. Donc il fallait trouver quelque chose. Cette jeunesse a décidé de prendre les choses en main. Donc c'est ce qui fait que 88 était majoritairement ces événements constitués de jeunes qui voulaient changer de système de gouvernance, qui voulaient instaurer peut-être un climat où il y aurait des libertés collectives, individuelles, une démocratisation de la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, si on fait le parallèle avec le Hirak, cette jeunesse qui est sortie dans les années 70, 80 et qui a fait octobre 88, elle est dans le Hirak aujourd'hui parce que la conscience, l'éveil politique, l'éveil associatif, syndical, la lutte, les luttes sociales, moi je reconnais et je suis convaincu que tous les processus de révolution qui se font dans les pays, dans les contrées du monde entier, c'est un cheminement, c'est une continuité de luttes qui se font progressivement. Et là aujourd'hui, si on dit qu'au sein du Hirak il y a des jeunes et moins jeunes, des vieux, il y a même des poussettes dans le Hirak, c'est parce que ces personnes d'un certain âge, elles avaient vécu octobre 88, donc ça colle avec le titre de l'émission aujourd'hui, un rêve brisé. Moi je pense qu'il y a un point d'interrogation, c'est important aussi. C'est le titre d'hier de Houssine. Hein, le point d'interrogation, c'est bien que vous l'ayez mis, parce que est-ce que le rêve est vraiment brisé? Je pense que le rêve, c'est quelque chose, c'est une entité abstraite qu'on ne peut pas casser, qu'on ne peut pas briser, à partir du moment où il y a des générations d'Algériennes et d'Algériens, jeunes, moins jeunes, qui se transmettent le flambeau de la révolution, le flambeau des mouvements sociaux, de lutte pour la démocratie, la liberté, le rêve, il sera toujours là. Elias? Je rejoins complètement Abdelrahim. Par contre, je vais essayer un petit peu de nuancer. Alors, j'étais adolescent. Qu'est-ce qu'on va dire? Octobre 88, 33 ans après, pour moi, c'est une désillusion amère. Absolument. Tout à fait. Toutefois, je reste positif. Je reste positif. Vous avez dit, c'est le rêve brisé. Et vous avez dit la route de la dignité. J'ai toujours dit l'article 1 de la Constitution du peuple, pas celle du gouvernement, est légitime. C'est la dignité du citoyen algérien. Et dans un état de droit, cette dignité doit être préservée et protégée. Dans la Constitution allemande, l'article 1 de la Constitution allemande, l'une des plus grandes constitutions pacifiques au monde, l'article 1, il parle de la dignité humaine. C'est très important. On parle de dignité, le karama. Nous avons mis, c'est-à-dire l'indépendance a été acquise pour vivre dignement dans son pays. C'est vrai, les événements d'octobre 88, c'était une époque des jeunes qui sont sortis
pour changer le système de gouvernance aussi, parce qu'il y avait l'hégémonie de ce parti unique, le FLN, et aussi c'est une société qui étouffait sous les trois, c'est-à-dire sous l'effet d'un seul parti unique et en parallèle l'armée qui contrôlait. Donc le déclenchement, la pénurie des aliments qui a amplifié la contestation sociale. Il faut savoir que ces manifestations, elles n'étaient pas sporadiques. Elles n'étaient pas sporadiques, attention, parce que ça concernait toutes les villes du pays. Elles sont parties des quartiers populaires vers aussi les quartiers les plus aisés. Donc c'était un combat de tout un peuple pour changer un système de gouvernance. Si on fait le parallèle, on est dans la continuité de la révolution. La temporalité. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous. Moi, je me rappelle, j'étais déjà assez âgé, relativement âgé, 88. C'était surtout les quartiers populaires. On n'a pas vu d'octobre 88 dans les quartiers UP. Croyez-moi, hein, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. C'était les jeunes des quartiers les plus déshérités qui sont sortis dans la rue ces jours-là. Le foyer de contestation, il était localisé dans les quartiers populaires. Après, c'est étalé vers les autres quartiers. C'est-à-dire, on ne va pas dire les UP, les un peu aisés. Oui. Mais c'est une contestation qui est populaire. Oui. C'est-à-dire, elle touche toutes les couches de société. Ça a changé. Le multipartisme, les libertés syndicales et d'association. Liberté de la presse. Liberté de la presse. Ouverture, libéralisation de l'économie. Libéralisation de l'économie. Comme ils disent, eux. Hein. Toutefois, il n'y a pas de libéralisation de la société algérienne. C'est très, très important. Est-ce qu'il y a eu une vraie liberté de la presse? Est-ce qu'il y a eu un vrai multipartisme? Vous savez, tous les partis, il y avait le multipartisme, c'est-à-dire ouverture des partis politiques. Mais tous ces partis politiques, elles étaient sous la solde du pouvoir. Ces partis étaient inféodés. Pas tous. Pas tous. FFS, FIS. Pas le FFS révolutionnaire, pas le FFS historique, pas le FFS, non. C'est-à-dire certains partis... Ni le FIS. Absolument. Je ne pense pas que le FIS ait été à la solde du régime, sinon il l'aurait laissé passer lors des élections. Absolument, tout à fait. Le Front islamique du salut, oui, tout à fait, il n'était pas inféodé au régime. Oui. Il n'en demeure pas moins. La majorité des partis étaient inféodés au régime. Donc finalement, c'est une fausse ouverture. L'état de siège a été déclaré et l'armée, elle était appelée à rétablir l'ordre. Et la suite... Elle a été appelée ou elle s'est appelée? Là, vous nuancez sur le terme. Ouais. En tout cas, l'état de siège est déclaré. Oui. C'est elle qui a assumé la répression. Qui a assumé la responsabilité pour établir l'ordre. Et la suite, on la connaît. C'est-à-dire, c'est vrai, on est dans la continuité de révolutionnaire, on est dans un process révolutionnaire, mais je reste positif quand même, comme Mme Bouraoui, c'est positif parce que le Hirak, il est là, c'est-à-dire, c'est une... pour donner la continuité de cette contestation, mais quand même, il y a une désillusion en termes de... Alors, nous allons d'abord voir quelques images de la place de la République hier à Paris pour commémorer, rendre hommage, 5 octobre, et rendre hommage à ses victimes. Quelques images d'abord. Les aînés, ils ont commencé à nous initier l'action. Octobre, qui pêche? Octobre, c'était ça, on ne comprenait pas ce que c'était. Démocratie, moi je ne le prononçais pas à l'époque. Hein. Vous ne savez pas ce que c'est. La commémoration, comme chaque année, du 5 octobre 88, pour rappeler que les Algériennes et Algériens sont tombés et l'ont payé très cher il y a 33 ans de cela. Et c'est grâce à eux qu'on a eu une petite ouverture, une fenêtre d'ouverture sur la démocratie
entre 88 et 92. Berbère, Eldat, c'est une civilisation millénaire en Algérie. C'est une civilisation qui date de plus de 7000 ans en Algérie. Et pas conséquent. Alors, et nous allons écouter la déclaration de M. Ben Hadid, le général Ben Hadid, sur Al-Magharibia. Écoutons-le. كنت ثاني تسميه انقلاب ولا تسميه ربما انقاذ الجمهوريه او تسميه كما قلت في التصريح تاعك توقيف المسار الانتخابي فقط. موضوع خاص في حديث خاص على 92. نعم 92 هل هو انقلاب؟ انت هذا انقلاب نعم. يعني شبه انقلاب. ايوه. ماذا كان موقفك جنرال حسين؟ تحب نعطيك التفاصيل؟ نعم انت كجنرال هل مشيت مع النظام في السياسه اللي عملها استئصاليه وضرب المعارضه وداو الناس للسجون يعني انت كنت قائد الناحيه. نعم انا اكون معك صريح اعطيك التفاصيل اكون معك صريح. نعم هذا ما نبحث عنه تفضل. انا كنت قائد فرقه في بلعباس في ولايه بلعباس. ايوه مش بلعباس كنت في ولايه بلعباس في راس الباع او سي هشام يعرف المنطقه. سي هشام يعرف المنطقه وتحياتي ليه. وكنا استدعينا في سنه 1991 في بعد الانتخابات تاع جبل السمين القاد بعد انتصار جبل السمين القاد في 26 ديسمبر 91. هذا 26 ديسمبر 91. نعم. حسابية؟ ايوه. 26 ديسمبر 91. نعم. استدعينا الى النعجة في الجزائر العاصمة. استدعوا كل قوات الضواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل الألوية. قتل فرق كنا فرق فقط. كانت فرقة 7 كنت أنا أقودها وكانت فرقة 12 كان يقودها مغامرة. En fait, c'était surtout pour vous montrer que l'armée était derrière tout ce qui se tramait, tout ce qui se décidait, tout ce qui allait à l'encontre de ses objectifs, tout ce qui dérangeait, tout ce qui n'obéissait pas à sa propre logique. C'était surtout dans ce sens-là que nous vous avons montré cette déclaration de M. Ben Hadid, le général Ben Hadid, qui a dit bien d'autres choses très importantes sur ces questions. Alors, nous venons de recevoir Samir Hiaoui, architecte, analyste politique. Samir Hiaoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, Jamal, merci. Merci. Alors, votre sentiment sur octobre 88, mais surtout après, parce que hier, nous avons parlé des causes profondes. Maintenant, pour ces acquis, c'est tant est que ce sont des acquis, ces ouvertures politiques, économiques, médiatiques. Est-ce que réellement ça a abouti? Est-ce que c'était de véritables ouvertures? Ou alors, est-ce que c'était de véritables ouvertures qui ont été dégénérées par la suite, qui ont été récupérées? Dites-nous votre sentiment. Je voudrais déjà commencer par dire que en 1988, l'armée algérienne a tiré sur le peuple. Elle a tiré sur le peuple, elle a tué des adolescents. Parce que les gens qui étaient dans la rue, ils avaient entre 12 et 18 ans. Cette armée a tué 500 personnes selon leurs chiffres, selon le général Khaled Nazar. Il faut savoir que les statistiques dans le monde, quand il y a 500 morts, il faut compter 3 blessés pour un mort. Alors, il faudrait aussi compter les blessés, les invalides à vie et des vies brisées. En fait, c'est cette même armée qui a avorté le projet démocratique, celui de 1962. Ça veut dire cette même armée qui se dit aujourd'hui qu'elle est la digne héritière de l'ALN. Si ça c'était l'ALN, ben, moi j'en voudrais pas. Je pense que l'armée de 1962 est une autre armée. C'est une armée d'oppression. C'est une armée qui est là pour surveiller et punir. Vous voulez dire l'armée qui a perpétré le coup d'État, l'armée de l'extérieur, l'armée des frontières. Celle qui a pris le pouvoir, sur le GPRA. Sur le GPRA, celle qui a destitué le GPRA, le légitime GPRA. C'est une armée, comme j'ai dit, c'est une armée qui est là pour surveiller et punir, et pas pour
prévenir et protéger. Alors, je vais peut-être dire des choses qui vont choquer. Je ne vois pas la différence entre une armée qui se comporte comme ça avec sa propre population et une armée d'occupation. C'est une armée qui tue, une armée qui arrête, une armée qui torture. Moi, j'aimerais avoir la définition d'une armée, la définition qu'on pourrait avoir d'une armée d'occupation, si c'est pas ça. Alors voilà, c'est choquant. Je pense qu'il y a eu en 1988 une réelle rupture entre la population et son propre armée. Et je pense que le contrat qui était déjà assez fragile a été rompu et qu'à partir de là, la population a pris conscience que ces gens qui ont prétendu être des héritiers de la guerre de révolution n'étaient que des faussaires et ils ont usurpé cette révolution. À partir de là, ce que nous avons appelé cette... Mais est-ce que nous pouvons jeter l'anathème sur l'armée, alors que nous savons tous pertinemment, très bien, qu'en fait, ce sont les chefs de l'armée, et pas tous les chefs de l'armée. Les chefs de l'armée qui se sont appropriés le pouvoir sur l'armée et qui se sont servis de l'armée pour perpétrer ce que vous dites de carnage et de violation contre les droits. La différence est de taille, parce que je crois qu'il ne faut pas jeter le discrédit sur une armée qui est composée des enfants de ce peuple qui... Alors, je vais encore donner une image un peu plus percutante. Quand moi j'étais dans la rue à Saht Chouhada, celui qui a mis un genou à terre et a pointé son arme sur nous et a tiré ses rafales, c'était pas Nzar. Nzar, c'est celui qui a donné l'ordre. Les gens qui ont mis leurs genoux à terre ou qui étaient derrière des barricades ou derrière des chars et qui ont mitraillé à la Kalachnikov, à la mitrailleuse, des jeunes qui avaient 12 ans, j'avais 13 ans à l'époque, j'en ai la chair de poule en parlant, et qui avaient 18 ans, ce n'étaient pas les généraux. Ils ont donné les ordres, certes. Mais est-ce que quand un ordre est donné de cet ordre-là, doit-on obéir? Mais dans cette logique, oui, là c'est réellement une question, j'allais dire, existentielle qui pourrait... Doit-on obéir quand on vous dit tuer un jeune de 12, 13, 14 ans, 15 ans, 18 ans, ou même un homme de 60 ans, ou tuer ne serait-ce... Juste une chose, une question. Dans cette logique, vous avez tout à fait raison, hein, je n'en disconviens pas. Mais si l'on s'en tient à cette logique, donc les 250 000 morts de la décennie rouge, et de la guerre civile, et les centaines de milliers de personnes qui ont été torturées, ils ne l'ont pas été par les généraux. Évidemment. Ils l'ont été par les policiers, par les soldats, par les... Mais j'allais vous dire, je ne sais pas, j'ai peur de... Hein? Les commanditaires de tout ça. Oui. Les commanditaires ne mettent pas la main à la pâte, ou très rarement. Il y a eu, encore qu'il y a eu des généraux qui ont tué de leurs mains, on en sait quelque chose. Mais c'est très rare. C'est la plupart du temps, votre logique, Samir, c'est généralement, ça se passe comme ça. Mais les véritables auteurs de la tragédie sont ceux qui ont volé le pouvoir. Mais bien sûr. C'est avec ce pouvoir qu'ils tuent. Je ne dédouane personne. Le soldat devient un outil. Mais oui, mais le soldat, il se trouve que c'est un être humain. Et je ne dédouane personne. La responsabilité du commanditaire et de l'exécuteur est pareille. Pourquoi exécuter l'ordre de tuer et de tuer des innocents? Pourquoi exécuter l'ordre de torturer? Pourquoi exécuter l'ordre de violer? Pourquoi exécuter l'ordre de massacrer? C'est la question que je pose. Elle doit être posée. Elle doit être posée, en effet. Oui. Alors, on revient d'abord à Amira. Amira, vous aurez peut-être une réponse à ce que vient de nous dire Samir Hiaoui? Ah oui, complètement. Vous m'avez toujours laissé parler depuis des années, sans jamais me censurer. Et donc là, je salue Samir, qui est un ami, et qu'il salue pour moi son épouse et sa petite princesse. Mais ceci dit, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord. Donc...
Je vous ai dit ce que j'ai pu vivre, moi, à cette époque-là. Je vous ai dit, j'avais une dizaine d'années, on avait peut-être le même âge, hein, sa mère et moi. Ce que j'ai pu vivre à Bab el-Oued, et ce que j'ai pu voir, et c'est vrai, il y a des choses qui vous choquent. Quand vous voyez un char qui est garé en face du lycée l'émir Abdelkader, et que vous n'avez qu'une dizaine d'années, c'est quelque chose qui vous choque et qui vous marque à vie, et qui nourrit par la suite votre militantisme. Ceci dit, il faut remettre les choses dans leur contexte. La police de l'époque, la police algérienne, ressemblait davantage à la police tunisienne avec des moyens vraiment pas grand-chose, et elle a été rapidement, ils avaient des mobilettes à cette époque-là, ils ont été rapidement dépassés. Quand ils ont fait appel à l'armée, et ordre a été donné effectivement de remettre de l'ordre. N'oublions pas que les manifestants, certains d'entre eux se sont mis à brûler, il y avait de la colère, à brûler des ministères, à brûler des infrastructures qui appartiennent au peuple. Je ne suis pas en train de cautionner la violence, ni le fait qu'on ait tiré sur des jeunes. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, le post-88. J'ai entendu le monsieur tout à l'heure parler du Front islamique du salut. Vous m'avez toujours laissé donner mon avis sans jamais me censurer. Souvent, on me demande pourquoi tu interviens, Bouraoui, sur le Maghrébien, alors que tu ne partages pas, entre guillemets, l'idéologie. Je dis, le Maghrébien m'a toujours laissé dire ce que je pense. Donc, par la suite, après 88, j'y étais. J'étais à Bab el-Oued. Donc, après cette révolte de jeunes qui ne sont pas sortis pour des idées politiques ou pour... Ils sont sortis contre le hagra, ils sont sortis contre l'injustice, ils en ont eu marre. Donc, il y avait une sorte de ras-le-bol aussi de ce parti unique, de cette chape de plomb. Ils sont sortis et ont pensé gagner quelque chose. L'ouverture, la liberté d'expression, etc. Ceci dit, tout de suite, cette révolution, entre guillemets, a été kidnappée. Deux ans après, c'est-à-dire dans mon quartier, 2 ans après, je voulais raconter cette anecdote quand vous m'aviez invité sur votre plateau il y a 3 ans pour fêter le 30e anniversaire du 5 octobre, qu'un jour, on avait appelé mon père d'urgence un vendredi. Mon père est médecin militaire, il habitait Bab el-Oued, la cité. كان خارج بالجمعة واحد جا قال له شرطة إسلامية ما تخرجش شرطة إسلامية. Les rues étaient bondées de gens qui priaient dans les rues. C'était parti pour autre chose par la suite. Par la suite, je tiens à préciser, je suis devenue lycéenne quelques années plus tard. Monsieur Gemazi est venu prêcher, et je lui donne le droit de me répondre aujourd'hui. Monsieur Gemazi est venu prêcher dans mon lycée. L'émir Abdelkader, il endoctrinait, il n'avait pas le droit de venir prêcher dans un lycée. On nous sortait de nos cours de mathématiques et il était en train d'endoctriner des enfants. Et des enfants de ma classe sont montés au maquis. Eux sont morts. Mais Gemazi est vivant. Ali Belhadj est vivant, même si aujourd'hui, Ali Belhadj est devenu démocrate. Il est devenu démocrate. Mais à cette époque-là, c'était quoi les déclarations? C'était démocratie et kofr. La misaq, la dustour, qal Allah, qal Rasoul. C'était ça ou pas? Je les ai entendus de mes propres oreilles. On ne m'a rien raconté. Donc à partir de là, quand les jeunes ont commencé à prendre les maquis, c'était la faute à qui? Vous connaissez le poids des mots en politique. Quand on dit à une jeunesse complètement... C'est vrai, c'était la misère qui les avait fait sortir. Et puis après, on est venu leur vendre Zid Mstoumam, subventionnés par je ne sais quel pays, et puis voilà, ils sont partis dans autre chose. Et on a mais Amira, pour rester d'abord sur octobre 88 et ses conséquences et sur ce qui allait en découler. L'armée, les généraux, quand ils ont fait tirer sur les jeunes à la mitrailleuse lourde à hauteur d'homme, ça veut dire non pas pour disperser, mais pour tuer. Quand ils ont fait donner la troupe et l'ordre de tirer à la mitrailleuse lourde contre des jeunes. Est-ce que c'était pour sauver la République, comme ils disent, pour protéger le pays, ou pour sauver leur régime, leur système, pour garder le pouvoir contre la volonté du peuple? Je vous demanderai une réponse simple, la plus simple possible, pour qu'on puisse comprendre, que chacun puisse dire ce qu'il pense. Tous les généraux ne se valent pas. Ayant dans ma propre... Je dis les généraux qui ont donné l'ordre de tirer... Amira, les généraux qui ont donné l'ordre de tirer. C'est une grosse injustice, c'est une grosse bavure. Est-ce que c'était pour sauver la République? Probablement pas, il n'y avait pas encore
encore de république, on était encore sous dictature et c'est encore le cas. Mais monsieur Benchenouf, la révolution de 2019, on y était tous. Rfdouna, Daouna l'Ahbas, Behdelouna, Daroufina Tir, il y a un étudiant, Abdelnour Saïd, il est encore aujourd'hui, vous les fêtez hier, commémoré le 5 octobre, il est encore dans un commissariat. Est-ce qu'on a demandé à prendre les armes? Est-ce qu'on est monté dans les montagnes pour après tuer nos frères et sœurs? Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas un affecté et puis on espère encore avancer. De manière pacifique. Celui qui appelle à monter, celui-là, il n'a ni égard ni respect à mes yeux. Restez avec nous, Mira. Alors, d'abord par ordre de passage. C'est vrai que les questionnements qu'avait posés Samir, c'est très important. Parce que un commandement militaire qui donne l'ordre de tirer sur des citoyens. Et nous avons vu d'ailleurs Nazar par la suite dire on n'avait pas de balles en caoutchouc. Ça veut dire, à défaut de balles en caoutchouc, on utilise... Pardon, si je peux me permettre. Ça, c'était Zarhouni en 2001. Et Nazar, il a dit on a tiré par terre et ça a ricoché. La balle, c'est division 2, ça veut dire ça. Voilà. Après, d'abord, j'aimerais préciser une chose pour nos téléspectateurs, parce que pour que chacun puisse s'exprimer et écouter les débats d'une façon équilibrée. Je suis au regret de ne pas avoir invité quelqu'un du FIS ou de la mouvance islamiste pour qu'il puisse faire équilibre avec Amira, ou du moins lui répondre. Mais je vous laisse poursuivre. La question est tellement pertinente que... après, on regarde ces soldats qui tiraient sur des citoyens. Vous savez, même au sein de l'opposition, il y a des personnes qui se posent la question suivante. Est-ce que ces soldats, est-ce que ces militaires, ils aiment vraiment l'Algérie, ou est-ce qu'on leur apprend à aimer l'Algérie de façon différente que la nôtre? Nous aimons une Algérie, on veut une Algérie libre, démocratique, avec des libertés individuelles, collectives, une Algérie prospère, populaire, sociale, etc. Mais là, au sein de l'institution militaire, déjà c'est l'armée qui a confisqué, qui a pris le pouvoir, le coup d'État 62-65, n'oublions pas non plus, le 19 juin 65, c'était 3 jours après les fameux accords entre le FLN et le FFS, qui était à l'époque un accord pour l'ouverture politique, le multipartisme. 3 jours plus tard, Boumediene, qui était le ministre de la Défense, avait fait un coup d'État. Mais là, on leur apprend à ces soldats, justement, est-ce que tous ces soldats voulaient tirer sur le peuple? C'est une question qui se pose aussi. Sans oublier que même dans les années 90, des colonels, des capitaines, des soldats, des militaires qu'on envoyait tuer des citoyens, des villages qui refusaient de le faire, jusqu'à aujourd'hui dans des casernes en Algérie, il y a des centaines de squelettes qui sont enterrés parce que c'était des soldats, c'était des capitaines qui refusaient c'est-à-dire d'exécuter l'ordre de tuer des Algériens. Donc là, on les force. On donne des directives, tirer sur des citoyens, sans oublier aussi qu'en 88, ça c'est un témoignage véridique, hein. Peut-être je sors un peu du sujet, mais c'est une réalité. Il y avait quelqu'un qui travaillait au commissariat à Bab el Oued. Il y avait des citoyens, donc des jeunes, des manifestants. Les policiers, donc c'était en civil, envoyaient des éléments, de leurs éléments, parmi ces citoyens pour tirer à l'endroit des forces de l'ordre. C'est ce qui déclenchait donc une riposte avec des balles réelles. Mais franchement, cette question, elle est tellement pertinente qu'elle doit être vraiment analysée. Peut-être je n'ai pas une réponse précise, mais comme tu le dis, Samir, il y a les soldats qui exécutent, mais derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des commanditaires, il y a des gênants. J'ai précisé que commanditaire et exécuteur. Oui. Voilà. Après, c'est pour ça que... Le bourreau, il est là quand même, il est en train de faire le boulot. C'est pour ça que j'ai dit que même Sereb Sehed ou ceux qui sont dans le corps armé, est-ce qu'on ne leur a pas appris à aimer l'Algérie d'une autre façon qui est différente de la nôtre? C'est quoi? Aimer l'Algérie, c'est refuser toute manifestation. Aimer l'Algérie, c'est de réprimer toute manifestation citoyenne. Aimer l'Algérie, c'est de refuser qu'un peuple sorte dans les rues pour revendiquer la démocratie, alors que le système, sans oublier la légitimité historique. En dehors de la légitimité historique, rien ne peut se faire, rien ne peut construire ce pays. Ce que vous dites est intéressant sur ça, mais après, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Alors, moi, j'ai toujours dit, pardon, excusez-moi, pardon.
la question elle est existentielle et aussi une question morale finalement. C'est-à-dire maintenant, on a une armée et derrière cette armée, vous avez des commanditaires ou des généraux, c'est eux qui gèrent cette armée. Quand même, il y a une sémantique. Cette armée, c'est l'armée du peuple. Donc, je pense dans chaque famille algérienne, on peut trouver un soldat issu d'une région X ou Y. Ce qui s'est passé en 88, ce n'est pas des bavures, c'est des tueries et qui ont provoqué non seulement des morts, des centaines de morts, 510 morts, non seulement les handicapés avec des séquelles à vie, et aussi des traumatismes. Des traumatismes. Maintenant, comment porter la responsabilité? À mon avis, c'est pas mon avis, sur le plan militaire, comme la police, elle est considérée une force républicaine. Il faut savoir que l'État, intrinsèquement parlant, il a ce qu'on appelle le monopole de la violence pour rétablir l'ordre. Attention, j'essaie un petit peu de parler, on essaie d'analyser. Il a le monopole de rétablir l'ordre, mais dans un état de droit. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas un état de droit. C'est-à-dire, c'était des manifestants pacifiques. C'est-à-dire, on a réprimé des militants pacifiques. En fait, non. Pour dire la vérité, ce n'étaient pas des manifestants pacifiques. Il y a eu des dégradations du mobilier urbain, il y a eu des incendies. Pour dire les choses, hein. Oui, moi je comprends très bien, et je me mets à leur place, et je comprends parfaitement qu'ils aient réagi comme ça. Mais pour dire manifestants pacifiques, non. Au fait, quand je dis manifestants pacifiques, c'est-à-dire toujours des dérapages. Oui. Il y avait des dérapages. Maintenant, l'intensité des dérapages... Il y avait une telle colère des jeunes qu'ils se sont attaqués massivement au mobilier urbain, à des biens publics, et ils ont menacé de marcher sur les quartiers du régime. Absolument. À tel point que quasiment tous les membres du régime ont littéralement réquisitionné Air Algérie pour exfiltrer leurs familles. La plupart des familles de membres du régime sont partis, n'étaient pas en Algérie au moment des événements. Oui, je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Donc, entre guillemets, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, pour moi, je considère des manifestants pacifiques, je maintiens ce terme-là, avec des dérapages incontrôlés. Oui, mais en tout cas, rien à voir avec quelqu'un qui lance une pierre, avec quelqu'un qui lui tire dessus avec une mitrailleuse lourde. Absolument. Ce n'est pas pour autant de tuer et de mettre fin à une vie des jeunes qui ont l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui étaient adolescents. Tout à fait. Maintenant, la responsabilité, elle revient intrinsèquement aux commanditaires. Ceux qui ont donné l'ordre, est-ce que maintenant il faut porter aussi la responsabilité aux soldats qui ont tué? Mais dans ce cas-là, on va extrapoler jusqu'à la police, parce qu'à cette époque-là, il y avait la police aussi qui a assassiné. Après 88, on est rentré dans la décennie noire. La décennie rouge, pardon. Oui. C'est la décennie rouge, hein. Guerre civile. La guerre civile ou décennie rouge. Mais si je me permets de répondre à Mme Bouraoui, j'ai toujours dit que le Hirak, il n'est pas là pour régler c'est-à-dire le problème, le contentieux de la guerre civile. Quand on va aller dans un état de droit, dans une période de transition, la justice transitionnelle, c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui s'est passé durant ces périodes-là. Alors, Samedi Hiaoui, puis nous allons passer Nordin Oussat qui nous a appelé, qui a souhaité intervenir pour répondre à Amira Bouraoui. Et puis Amira Bouraoui qui, bien sûr, pourra dire ce qu'elle voudra, comme elle a si bien précisé, elle est là dans une émission où il n'y a aucune bride d'aucune sorte. Alors, Samedi Hiaoui. Il y a quelque chose qui m'interpelle toujours dans la nomination de l'armée populaire algérienne. L'armée du peuple. Ben, croyez-moi, je vais vous faire peut-être une confidence. L'armée allemande, elle est aussi l'armée du peuple, vous savez. Oui, toutes les armées du monde. L'armée espagnole, l'armée italienne, l'armée norvégienne, l'armée canadienne, elles sont tous du peuple parce que les gens qui sont dedans, ils sont allemands, canadiens, italiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'armée du peuple? Vous connaissez un pays qui a une armée d'extraterrestres? Bien dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc de l'armée du peuple? Maintenant, j'aimerais que tout le monde puisse évacuer cette terminologie
qui a... Elle s'appelle Armée nationale populaire. C'est une armée nationale, c'est l'armée algérienne. C'est une armée qui est l'otage d'une junte. Mais la nomination, elle est faite d'une façon pas anodine. Mais on dit aussi elle est là pour culpabiliser. On aurait pu dire République algérienne. Oui. On dit République démocratique populaire, alors qu'elle n'est ni démocratique ni populaire. Alors qu'une république, par définition, devrait être démocratique. Non, c'est juste la nomination. Si, la définition de la république, c'est. Enfin bref, on va. C'est pas. Oui, on ne va pas rentrer dans ce sujet. On ne va pas rentrer dans ce sujet. S'il vous plaît. C'est pas le sujet. Non, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse juste. C'est pas grave. Un régime républicain. Non, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet. On va rester juste sur le sujet qui est important. Quand on dit l'armée du peuple, toutes les armées sont des armées du peuple et elles sont composées des citoyens de ce pays-là. Ça veut dire qu'elle émane du peuple. Toutes les armées émanent du peuple. Absolument, mais bon. Et toutes les armées émanent du peuple. Mais en revanche, pourquoi cette nomination en Algérie? C'est pour culpabiliser. Pour culpabiliser, ça veut dire quand on critique, on vous dit vous critiquez vous-même. Mais oui, mais ma foi, si vous me tirez dessus, je vous critique. Je suis le citoyen, je suis celui qui vous emploie. Parce que être un militaire, c'est être un fonctionnaire. Être un fonctionnaire, c'est être au service du citoyen. Et cette notion n'existe pas dans l'armée algérienne. Et là, je reviens au commandement, parce qu'ils ont décidé depuis 1962 d'avoir un ennemi, qui est le peuple. Alors, nous allons écouter M. Khaled Ziari, qui était officier à la DGSN au moment des événements de 88. Monsieur Khaled Ziari, qui a eu beaucoup de déboires parce qu'il a déclaré des choses et d'autres qui n'étaient pas du goût du régime. Il a même fait de la prison d'ailleurs. Nous allons écouter Monsieur Khaled Ziari. هذه المسؤولية يحددها القضاء. كانوا جايين للتجمع أنت دعيت له. إيه بالطبع، لكن من الذي صرفه؟ لست أنا الذي صرفته. خالد نزار الرجل العسكري القوي في تلك المرحلة يقول في مذكراته أن إطلاق الرصاص كان أولا من جهة المتظاهرين، وأن الجيش لم يقم إلا برد الفعل المطلوب في هكذا مواقف. هو يقول أيضا في كتابه، يقول الذي أطلق النار صاحب علي بالحاج. ما عندوش علاقة مع بالحاج خلاص، الرصاص تطلق ما عندوش علاقة مع بالحاج خلاص نهائي. أنا كنت ديما نحبسوا ندخلوا هذا بالحاج وماش بالحاج خطيه في الأمر هذا خلاص. خطيه والرصاص اللي ندار باسكو واحد تيرا في السماء صرا ما صرا لا بانيك جينيرال فيها الموتى والى اخره. مي بالحاج علاش ندخلوا بالحاج؟ بالحاج n'a joué aucun rôle en octobre. Ni le 5, ni le 6, ni le 10. n'a joué aucun rôle. À part la marche هذيك المسيره اللي مشاو فقط. ما عنده والو وراه ما كانش الناس يتبعوه. سيتي با منور، ما كانش مسؤول في جهاز معين يتبع الناس معه، ما كانش من هكا نهائي. أما خالد نزار فما قاله كذب. إذا كان يقول بأن عندنا. Alors, Nordin Aoussat, merci de nous avoir rejoints. Vous souhaitiez répondre à Amira. Oui, tout à fait, Sidi Maldine. Je vous remercie de me donner la parole. J'écoute. J'étais en train d'écouter. J'ai écouté Madame Bouraoui. Elle a rappelé le 30e anniversaire, on était sur le plateau, j'étais en face d'elle, donc j'avais répondu. Là, elle vient de citer Kamel Guemazi. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas son porte-parole, mais comme je sais qu'il ne va pas écouter qu'il n'écoute pas, ça ne suit pas les émissions en français, qu'il ne pourra pas répondre, je réponds à sa place. Elle a dit qu'il était venu dans son lycée l'Émir Abdelkader, que je connais très bien, et donc il a fait de l'endoctrinement. Non, je regrette, madame. J'avais parlé aussi, il y a 2 ans, de la venue de Abbassi Madani en 80 dans mon lycée. C'était déjà le cas. En 81, il venait dans mon lycée, mais c'était pas pour faire de l'endoctrinement. Il n'y avait aucun lien de cause à effet entre la montée de jeunes de son lycée au Maquis et la venue de Kamel Guemazi. Kamel Guemazi, s'il était venu, certainement, j'en suis persuadé, c'est à l'occasion du 16 avril, et le 16 avril, dans tous les lycées d'Algérie, on recevait des conférenciers pour donner des conférences religieuses, civilisationnelles, historiques. Attendez, Nordin Aoussat, attendez. Nous allons demander à Amira Bouraoui, je reviens à vous. Pourquoi on essaye de se mettre en équilibre les uns par rapport aux autres. Amira, est-ce que vous pouvez répondre juste à cette précision de Nordin Aoussat?
Je ne me souviens plus s'il était venu le 16 ou le 18 avril, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il rentrait dans notre lycée et qu'il donnait des prêches l'année au moins, l'année. Religieux. Je devais être en seconde, donc c'est ou en première, 92, 12 ou 13. D'accord, je reviens à Nordin Aoussat et puis je vous donne la parole. Nordin Aoussat. Pardon, j'ai pas compris. Il était venu en 92 ou 93, Kamel Ghimazi. En 92 ou 93, il venait dans des lycées. Kamel Ghimazi, je pense qu'il était en prison. C'était après l'interruption du processus électoral, lui. Amira a dû confondre, oui. Mais elle a tout confondu, là. C'est-à-dire que... non, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Kamel Ghimazi passe dans son lycée 92-93, au moment, il y a des jeunes qui montent dans les maquis, et elle fait un lien entre la venue de Kamel Ghimazi et la montée des jeunes dans les lycées. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et alors, restez avec nous, Nordin Aoussat, nous reprenons Amira. Peut-être qu'elle voudrait... Amira. Merci. Je ne me souviens plus de la date exactement. Moi, j'ai fait mon lycée à l'émir Abdelkader. Bon, il y avait eu le tremblement de terre de 90, donc notre collège a été transféré à l'émir Abdelkader. Donc, j'ai fait quelques temps de mes dernières années de collège à l'émir Abdelkader et ensuite j'ai fait mes 3 ans de lycée comme tout le monde. Mais je me souviens qu'il était venu. Je me souviens de l'ouverture des halaqat et des musallas dans mon lycée. Je me souviens de ce discours idéologique. Et je me souviens aussi, monsieur, de vous avoir effectivement rencontré sur le plateau de monsieur Benchenouf il y a 3 ans. Et je me souviens vous avoir posé la question, pourquoi vivez-vous dans le pays des koffars alors qu'à l'époque vous vouliez nous imposer l'idéologie de l'Afghanistan. Alors répondez à ma question. Vous vivez à l'étranger aujourd'hui. Alors Amira, je me permets de vous arrêter. Ce n'est pas pour vous censurer, rassurez-vous, vous savez très bien que ce n'est pas le cas, mais si nous allons dans ces eaux-là, nous n'allons pas traiter de notre sujet, nous allons aller vers autre chose, une polémique entre 2 personnes, donc je ne souhaite pas que nous allions sur ça. Nous allons écouter Nordin Aoussat avant de le libérer. Puis je reviendrai vers vous pour vous donner la parole pour nous parler d'octobre et de 2019. Alors Nordin Aoussat, peut-être souhaitez-vous mettre des choses au clair. J'ai pas grand-chose me concernant, c'est-à-dire me concernant, j'ai rien à dire. Par contre, pour Kamel Ghimazi, je pense que idéologie, il y a un terme amélioratif du mot. S'il est venu, il est venu pour parler de religion. Et Kamel Ghimazi n'a jamais été considéré comme quelqu'un qui a appelé au maquis ou bien à la violence armée. Voilà, c'est tout ce que je reste sur Ghimazi. Et elle, si elle a quelque chose à me dire à moi, j'ai rien à lui dire à elle concernant. Voilà. Merci Si Jamal Din et bonne fin d'émission. Merci Nordin Aoussat, au plaisir de vous revoir. Amira Bouraoui, donc octobre 88, février 2019, que de chemin parcouru pour finalement pas grand-chose, il faut reconnaître. Finalement, si l'on accepte la petite ouverture qui semblait démocratique, liberté de la presse, ouverture libérale, finalement, c'est eux qui ont pris l'argent, qui ont installé leurs enfants, qui ont vendu les entreprises, qui ont pris les crédits bancaires, qui ont créé leurs propres milliardaires, etc. Sur le plan de la presse, vous savez, c'est une presse qui est aux ordres massivement, d'une façon générale, qui ne va jamais au fond des vrais sujets, qui ne dénonce jamais. Sur un plan politique, les partis politiques qui ont été créés pour la plupart, pour ne pas jeter la pierre à tout le monde, pour la plupart, si ce n'est la quasi-totalité de ces partis, ce sont des partis à la solde de ce régime qui ont été agréés par sa sécurité militaire, sans DRS. Et donc sinon, à part ce tableau très noir, Amira. Pour les plus jeunes, en fait, et ceux qui n'ont pas... connu octobre 88, je conseille de lire le livre de Sid Ahmed Semian, SAS, Octobre, qui s'appelle Octobre 88, où il y a tous les témoignages des jeunes qui ont été torturés, et ça c'est inacceptable. Et de lire aussi l'interview qu'il avait donnée à l'époque à M. Khaled Nazar, qui lui répond, bon SAS lui disait comment choisissez-vous les présidents? Comment vous avez choisi Chedli, et puis par la suite, dans la même logique, Gaïd a choisi M. Tebboune. Qu'est-ce qu'il lui répond Pardon, Amira, il faut lire aussi, je crois, à l'asile, non, au refuge
des balles perdues de Sid Ahmed Semian. À lire. Exactement. Et je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu alors? Il lui répond, en général, on choisit quelqu'un qui est assez limité intellectuellement. C'est-à-dire quelqu'un de limité c'est-à-dire qu'ils peuvent diriger quelque part. Et il avait décidé de mettre Tebboune à la tête de l'État algérien. On était contre. On était contre. Et puis, j'ai pas été tendre avec ce général. Mais dire que tous les généraux sont pourris, ou les généraux de 62, ou je ne sais pas, ils étaient des colonels à l'époque, et les généraux de 90 ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Vous savez, il y a une génération, les généraux aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés que moi. C'est des gens qui ont fait la fac. Vous savez, même les gens dans ma famille qui avaient fait l'université, des gens instruits, ils en avaient marre de la génération des généraux. Oui, mais il y a des généraux... Amira, pardonnez-moi, il y a des généraux aujourd'hui qui sont aux commandes qui se rappellent de Mathusalem ou la Sidna Nuh. Je suis d'accord avec vous. Et pourquoi M. Rdiri est encore en prison? Pourquoi est-il encore en prison? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui avait décidé que tous les généraux qui ont plus de 65 ans, comme disait monsieur juste avant moi tout à l'heure, il disait ce n'est qu'un fonctionnaire. Et c'est vrai, ce n'est qu'un fonctionnaire. Et restez avec nous, Amira Bouraoui. Alors, Abdelrahim, commentaire ou voulez-vous... Je pense que même Général Toufiq, il est en retraite, sauf que le Khdaim Tao, elles sont toujours là. Il est toujours sur place. C'est-à-dire, je parle des agissements, je parle de ce comportement. Nazar, Toufiq et d'autres... Tartag, Ben Ali, Tartag, et les autres qui arrivent, Jabbar Menna, Nasser El-Jen, Boulahia... Après, le problème par la suite, c'est que ce n'est pas la personne physique, mais c'est les agissements, c'est plutôt l'empire qu'ils ont, sur lequel ils ont construit ce pays, un empire oligarque. C'est pour gérer toutes les richesses du pays et se maintenir au pouvoir. Ce qui est bien, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est différent qu'il peut y avoir entre les mouvements politiques, on le comprend, en Algérie, des islamistes, des partis islamistes, des partis progressistes, des partis qui revendiquent la laïcité, des partis de... Après la laïcité, il faut qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec ni le rejet de la religion, ni le refus de la religion. Oui. C'est un système de fonctionnement de l'État. D'ailleurs, je rejoins amplement... je réponds peut-être à M. Aoussat, ce que disait Ahmed lorsqu'il est rentré pour la première fois après son exil en Suisse en 89, en disant que effectivement des partis islamistes, là je ne m'attaque pas aux partis, mais les prémices bien avant, même les mosquées, elles étaient transformées en lieu de prêche politique, des conférences, des congrès même. Mais on ne va pas s'arrêter à ce constat aujourd'hui parce que depuis 89, dans les années 90, là nous sommes en 2021, je pense qu'en tant que jeunesse éveillée, responsable pas responsable mais consciente de la situation à laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui, comme disait Ronalias tout à l'heure, on n'est pas là pour faire le lave-linge de ce qui s'est passé dans les années 90, mais nous avons le devoir de mémoire, de ne pas oublier ce qui s'est passé et de ne pas oublier, c'est-à-dire perdre de vue les raisons et un véritable état de droit dans lequel il va y avoir une justice libre et indépendante. Si l'État aujourd'hui, puisque là je pense que c'est une question globale, mais le pouvoir algérien, son objectif c'est quoi? C'est de construire un empire de richesse, c'est-à-dire qu'il va maintenir avec cette structure militaire, c'est-à-dire le commandement militaire pour se maintenir au pouvoir, et puis pour tout ce qui est affaires, pour tout ce qui est enquête, c'est-à-dire il va créer des enquêtes comme ça l'arrange, pour tuer des affaires, pour tourner la page sur tout ce qui se passe en termes d'assassinat, en termes d'emprisonnement, en termes de pillage des richesses. Justice transitionnelle. Exactement. Donc ce qu'on veut aujourd'hui... Ils ne veulent pas... Mais Abdelrahim, pour dire la vérité, pour dire les choses, les islamistes ont demandé, les islamistes du fils, je précise, ils ont demandé une dynamique vérité et justice, et ils ont dit qu'ils étaient prêts à aller devant des tribunaux d'une justice indépendante. Oui. Mais c'est les généraux qui ont dit non. Mais est-ce que vous pensez que je vais mettre tous les islamistes dans le même sac? Non. Parce qu'il il faudrait, je crois, ne jamais oublier de le rappeler, parce que les gens des généraux et ceux qui sont à leur solde
font tout pour enfumer l'opinion publique et lui bourrer le mou, comme on dit. Pas tout le monde. Il y a des gens qui sont réellement convaincus, qui agissent parce qu'ils pensent que l'islamisme est un danger pour la modernité, qu'il est une force rétrograde. Je ne parle pas de ces gens-là. Mais je parle des gens qui sont des agents, qui ont un fil à la patte, et qui sont dans les journaux, qui sont dans les milieux qui propagent ces idées. Qui sont médiatisés, la propagande. Oui, oui. Parce que donc il faut toujours remettre les choses à leur place. Et ramener le débat, le véritable débat à sa véritable dimension, parce que ni du côté des démocrates ou des islamistes, je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac. Absolument. Ce pouvoir, c'est un pouvoir hétérogène. C'est-à-dire toutes les composantes de la société algérienne, on les trouve dans le pouvoir. On les trouve au sein de ce régime. Si, par exemple, il veut désorienter une vision islamiste, il va créer ses propres islamistes. Il veut désorienter des visions démocrates, il va créer ses propres démocrates. Mais l'objectif de tout ce beau monde, selon lui, c'est de brouiller les pistes d'une véritable construction diverse en Algérie. Donc, ce que je voulais dire, c'est un point très important. L'un des objectifs de ce régime, à travers, c'est-à-dire ces pistes qu'il devait brouiller, c'est de transformer tous les citoyens algériens, tous les militants en juges, à défaut d'une véritable justice, d'une justice libre et indépendante. Nous, Algériens, nous sommes devenus tous juges, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec généralement à sens unique, des juges militants, des juges... Et ça c'est très dangereux. C'est pour ça que nous devons changer de CD de disque aujourd'hui en disant que nous voulons une véritable justice, mais cette justice ne viendra pas s'il n'y a pas de véritable changement politique. Absolument. En fait, moi je dis toute force brutale, elle est amenée à être échouée. C'est-à-dire, c'est un régime tôt ou tard qui va disparaître. Il a laissé de grosses séquelles dans cette société algérienne qu'il a transformée quasiment en poudrière. C'est-à-dire, non seulement il a divisé la société, il a désorganisé, il a orienté, il a créé, en fait, c'est le mal absolu de la société algérienne. Moi, je ne dis pas l'armée, c'est-à-dire surtout certaines poignées de généraux. Les généraux les plus durs, on les connaît. C'est eux qui ont mené ce pays à la dérive. On ne va pas faire la chronologie et remonter le passé pour ne pas rester otage de notre passé. C'est vrai, il y a une question... Si tu me permets juste une phrase. Aït Ahmed Allah yarhamou, il a utilisé un mot, en 98 je pense, le mot cartel des généraux. Tout à fait. Même dans certaines séries, quand on par regarde la suite, avec la cocaïne, le mot s'est révélé très précis. Exactement, le cartel des généraux, c'est-à-dire même dans cette structure, il y a des généraux, ou l'aide familia. Il y a des gens, on ne met pas tout le monde dans le même sac. C'est un cartel. Absolument. Donc c'est un cartel. Donc je rejoins, c'est-à-dire que je ne sais pas, j'ai pas les statistiques. Il y a combien de généraux? On va dire on va dire 300, 400 généraux. Il doit y avoir des généraux qui sont fiables, qui sont patriotes, qui pensent qui sont universitaires, qui pensent à cette Algérie de demain, qui pensent aussi à comment établir un État de droit démocratique. Mais on ne peut pas parler de justice dans un État de non-droit. Ce n'est pas possible. Parce que la justice, elle est complètement... Elle n'existe pas. Maintenant, il y en a marre de faire des constats. Le constat, on le connaît. C'est vrai. C'est-à-dire maintenant, trouver le mécanisme, comment on va construire, comment on va aller au bout pour déloger ce système. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut faire appel à l'intelligence collective et aux forces vives de tous les patriotes de cette Algérie. Cette Algérie, qu'on le veuille ou pas, on est hétérogène. Donc il y a plusieurs courants divers. Donc il faut prendre en compte, mais on n'est pas là pour imposer un modèle de société. Moi, si tu me poses la question, c'est quoi ton modèle de société? Je veux un État de droit moderne, c'est-à-dire là où il ne faut pas mettre le religieux dans les affaires politiques et dans les affaires publiques de l'État. Un État moderne, avec une économie. Mais ce régime, qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a une économie? On n'a pas d'économie. Est-ce qu'on a des industries? On n'a pas des industries. On n'a rien. Avant de venir, j'ai vu, pour faire 9,5 km, de 2015 les travaux jusqu'à 2026. Vous imaginez 9,5 km. 9,5 km, la station d'El Harrach vers l'aéroport d'Alger. 9,5 km. 50 ans, c'était au Canada, à Montréal, ils ont fait un tronçon de métro qui passait par le fleuve Saint-Laurent et qui a duré 5 ans.
Il y a même pire. Ce régime a dépensé, en termes de prix, et à configuration égale, hein, ça veut dire, prenez la même autoroute avec les mêmes virages, les mêmes ponts, à configuration égale. Je crois que Samir il comprend un peu ce que je dis, puisqu'il est architecte. C'est l'autoroute la plus chère au monde. Oui. Alors que c'est l'autoroute où il y a le plus de malfaçons fautives au monde. Je vais vous donner une confidence. Je vais vous donner une confidence. Oui. C'est une autoroute, elle a coûté le double. Au départ, c'était 7,5 milliards, quasiment 13 milliards, sans aire de péage, c'est-à-dire il n'y a pas d'aire de repos. Au début, il n'y avait pas d'aire de péage. Il n'y a pas d'aire de repos, c'est-à-dire la malfaçon, c'est la dilapidation des deniers publics. Alors, Samir. Oui, juste pour cette histoire d'autoroute, mais comme il dit Ilyes, elle n'est pas équipée de la même manière que les autoroutes européennes. Il y a configuration égale, ça veut dire si l'on accepte ce qu'il n'y a pas. Oui. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude. Oui, complètement. Et l'entreprise Colas, avec qui je pense ici, qui est une des plus grosses entreprises, peut le confirmer, c'est pas le sujet. Enfin bref, non, ce que je veux dire, c'est quand je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se déculpabiliser quand on parle de l'armée. On dit que ce sont les généraux, d'accord. Ils sont 450. Ça veut dire on est 45 millions. Au fait, les gens qui nuisent à ce pays sont 450 personnes? Non, mais c'est pas tous les... En plus, c'est pas les 400 ou 500. Alors, ils sont combien? 300, 150? Un cartel de généraux. Vous êtes en train de me dire que finalement, il y a 20 personnes qui entravent l'évolution de ce pays? Oui, absolument. Oui. Ben moi, je dis que non. Mais dans une ambiance de complicité générale ou de connivence. C'est la réalité. On ne peut pas ne pas dire... C'est pour ça que quand nous parlons de l'armée, il n'y a pas que les généraux. Ouais. Toutes les personnes qui les maintiennent au pouvoir et qui maintiennent ce marasme sont complices. Je ne peux pas croire que 20 personnes, ce sont les seuls mâles de ce pays. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Vous avez raison. C'est-à-dire moi, je trouve personnellement que vous avez raison. Mais 20 personnes, 20, ça veut dire qu'on peut compter 20 personnes, ils entravent l'évolution de tout un pays. Avec des complicités, bien sûr. Mais alors que ça veut dire que tout le monde est responsable. Alors je vais vous donner un exemple. Pas que les gens, je suis désolé. Je vais vous donner un exemple. Il faut dire les mots. Un paquebot du genre du Titanic. Oui. Un paquebot, l'équipage, supposons qu'ils sont l'équipage majeur, les officiers, ils sont une cinquantaine. C'est eux qui ont la charge de la conduite de ce paquebot. À l'intérieur, il y a peut-être 6 ou 7 000 passagers. Ce n'est pas la faute des 6 ou 7 000 passagers. Si ce Titanic est allé rencontrer un iceberg... c'est le commandant du Titanic qui a refusé d'avoir un signal de... Très bon exemple. Oui, c'est pas les passagers. Au fait, très bon exemple. Nous sommes les passagers à cette époque-là. Alors, très bon exemple. Oui. Très bon exemple. Les passagers dans ce paquebot, ce sont les citoyens. Oui. En revanche, Jamel, les 50 personnes de l'équipage, si... Parmi ces 50, 10 prennent une mauvaise décision. Les 40 doivent les empêcher. Oui, mais les 40 ont été éduqués, instruits, formés, formatés, de façon à ne jamais remettre en cause la décision. À ce moment-là... Une armée, ça fonctionne comme ça. Très bien. Alors, c'est pour ça que ce que je dis, pardon si je peux me permettre, je n'ai pas pris beaucoup la parole, je suis désolé. C'est pour ça que je dis que les 50 personnes dans l'équipage, ça veut dire si à valeur égale, ce sont toutes les personnes qui sont soumises à ces ordres-là et qui continuent à être complices de ce marasme. C'est-à-dire, je prends les hauts fonctionnaires de l'armée, les hauts fonctionnaires des ministères, chaque haut fonctionnaire qui permet que ce système perdure est complice de ce marasme, et à leur tête, ces généraux et ce système politico-militaire. Juste, pardon, je voulais juste revenir sur... Je ne sais pas si Amira est encore là. Elle est là, elle est là. Je ne peux pas qualifier... Bonsoir Amira, je te salue. Je ne peux pas qualifier ce qui s'est passé en 88 de bavure. Une bavure, c'est quoi? C'est quand on essaie de maintenir de l'ordre d'une façon mesurée par rapport à ce qu'on a comme violence en face et que derrière, il y a un dérapage. Sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu. Une sorte d'erreur. Là, l'exécution a été commandée et on a tué d'une façon délibérée. Ce n'est pas une bavure. On a exécuté l'ordre de tirer et de tuer.
Tout à fait. Après, je ne pense pas que... Alors, mais très vite, parce que nous allons faire le dernier tour. Abdelrahim, très vite. Moi, je dis, au fait, je responsabilise, au fait, c'est-à-dire, cette poignée de généraux, c'est elle qui complètement, qui a l'emprise sur, avec 13,5 milliards de dollars, ce budget. Donc une partie est en prison et l'autre en fuite. Absolument, absolument. Cet argent aussi, elle sert à des complicités. Donc, moi, je considère, si tu as fait une métaphore par rapport au Titanic, il faut savoir que le commandant du Titanic, on lui a donné l'ordre, enfin, on lui a envoyé des ordres afin d'éviter des petits icebergs. Il a dit, je suis le commandant et je possède le plus grand navire du monde à cette époque-là. Le submersible en 1912. Et nous, maintenant, on dit le Qawa Dhariba, la puissance régionale. Et monsieur, en revanche, il faut lui rendre hommage, il n'a pas quitté le paquebot. Pour ça, oui. Alors... très vite. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le Titanic, il y a de l'ordre. Ah oui, ça veut dire que ce commandement militaire, il a construit tout un empire militaire. Il y a des généraux aussi. Pas que. Il y a une clientèle civile. Que de la fumée. Il y a une clientèle civile. Vous avez donné l'exemple du paquebot de le Titanic. C'est pas moi. N'oublions pas ceux qui sont dans la soute à charbon. Oui. Ceux qui alimentaient le navire. Est-ce qu'ils voyaient ce qui se passait? Est-ce qu'ils voyaient l'iceberg venir? Mais il y a une clientèle civile, il faut quand même le dire. Alors, je me permets de vous interrompre parce que le dernier tour de micro. Amira Bouraoui, nous vous avons perdu, nous vous avons rappelé. Merci d'être avec nous, Amira. Alors, dernier tour de micro, chacun est libre, toute latitude de dire ce qu'il veut sur cette période, 5 octobre 1988, 22 février 2019, pardon, et les perspectives. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que nous serons en mesure de pouvoir chasser ce monstre qui nous vampirise et qui vampirise notre avenir? Amira Bouraoui. Comme je vous le disais en tout début d'émission, je suis quelqu'un de très optimiste et qu'on ne peut pas être militant sans être optimiste. C'est vrai que 30 ans nous séparent de octobre 88 et du 22 février 2019, mais que de chemin parcouru et que de leçons apprises. Parce que 88, effectivement, c'était perdre autant. Et puis en 2001 aussi, hein, il y a eu plus de 500 personnes en 88 et puis plus de 126 jeunes en Kabylie en 2001 et que de chemin parcouru que nous avons appris nos leçons et on a appelé à être pacifique à partir de février 2019 pour ne pas donner l'occasion au régime de nous tirer dessus et c'est ce qui s'était passé. Donc c'est vrai que la répression elle a eu lieu d'une manière différente. On nous a enlevé nos emplois, on nous a jetés en prison, on nous a détruit nos familles, il y a encore des étudiants qui sont, des journalistes qui sont en prison, des étudiants et encore plein de personnes qui sont en prison. C'est une répression différente, elle n'est pas à bout portant, mais qui quand même fait énormément de mal aux militants aujourd'hui, mais on n'assassine plus à bout portant. Donc autant, peut-être que le régime a pris aussi, il ne voulait pas qu'une goutte de sang coule en 2019, parce qu'ils ont aussi, je pense, appris de octobre 88, mais nous allons continuer à militer, et quand on dit Madaniya Mashi Askaria, ça ne veut pas dire qu'on est contre une institution, et c'est pas parce qu'il y a quelques crapules qui sont à la tête de l'institution et qui veulent l'emmener dans le mur que l'institution, on en a besoin. On en a besoin, elle protège l'Algérie. Il y a des gens qui ne dorment pas au niveau des frontières. J'ai déjà vu des Jounoud avec des cloques aux pieds et qui passent des nuits à protéger ce pays. Et je tiens à les saluer. Il y a des officiers qui ont fait des écoles supérieures et qui ont un niveau très très élevé, qui malheureusement parfois subissent la médiocrité. Et c'est pour ça qu'ils sont de cœur du moins de notre côté à nous les civils, mais bon, le Titanic, quand on dit l'équipage doit être contre, etc., il y en a certains apparemment qui appellent à une révolution des œillets comme au Portugal. On n'est pas encore le Portugal, mais on va continuer à militer jusqu'à avoir... Alors Amira, petite question, je vous demanderai de répondre par une phrase parce qu'il ne reste plus de temps. Et si on vous disait de dire votre avis sur une véritable dynamique, vérité et justice pour qu'on sache qui tue qui a fait quoi? Qu'est-ce que vous diriez? Je serais pour, mais je ne suis pas partisane du qui-tu-quise. Oui, parce qu'on vous l'a inséminé. Moi, je sais, j'étais journaliste. On nous a demandé de nous attaquer à quiconque pose cette question légitime de qui tue qui. Mais c'est une question légitime. On veut savoir qui tue qui.
même si on vous a appris, on vous a inséminé cette... Je l'ai vécu et j'ai vu. Merci beaucoup, Emira. Merci Alors, à vous. merci. Abdelrahim Moussawar. Moi, je pense que, comme c'est le dernier mot mon dernier mot de cette émission, il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas perdre espoir qu'un jour l'Algérie se soulève, l'Algérie connaisse un vrai changement politique. Tout entière L'Algérie tout entière. L'Algérie tout entière ou bien seulement sûr, quelques bien régions sûr. Le Hirak de 2019, quand on a vu des 48 wilayas sortir dans les rues, avec des mots d'ordre qui sont les mêmes d'est en ouest, du nord au sud, Dawla Madaniya, Machi Askaria, Jazair Hurra Démocratie, ça veut dire que ce peuple, il n'a pas faim, mais il a soif de liberté, de démocratie, de construire un État, un véritable État de droit. Et je pense que là, ce Hirak, avec tout ce rapport de force populaire, qui pourrait peut-être un jour revenir, espérons bien, a cette responsabilité d'accompagner ce qui devrait être obligatoire et indispensable. C'est quoi? C'est le travail politique, c'est tous les syndicats, les associations, les partis responsables qui peuvent faire un travail politique. Et j'appelle aussi toute la communauté algérienne établie en Île-de-France, à Paris, que le 31 octobre, Inch'Allah, il va y avoir une grande marche à partir de Place de la République. C'est pour commémorer le 1er novembre... Mais il y a deux appels, paraît-il, 31 et 1er. Ça ne risque pas de diviser les Algériens? Non, c'est l'intercollectif de différents collectifs Elias Jbeili d'ailleurs il le sait, nous avons décidé en groupe, donc un certain nombre de collectifs, de marcher le 31 octobre parce que nous savons que nous qui avons le droit de manifester, de nous organiser à l'étranger, nous sommes les porteurs de la voix, de cette voix du peuple algérien à l'étranger, et ça pourrait donner une idée à nos compatriotes en Algérie le lendemain, qui sera le 1er novembre. J'espère que ça ne va pas diviser les gens qui veulent marcher. De toute façon, si on est là aujourd'hui... Que ceux qui appellent le 1er novembre, ils vont vous rejoindre, ou que vous allez les rejoindre. Si nous sommes encore là aujourd'hui à militer pour l'unité, pour la responsabilité au sein du Hirak, c'est parce qu'il y aura toujours, il va y avoir une solution. Une question, la même que Boraoui, mais très vite, une dynamique vérité et justice pour savoir qui était derrière quoi, qui a fait quoi. Bien sûr, mais dans un état de droit qui a ses fondements, le droit qui s'applique à tout le monde, aux institutions, aux militaires, aux citoyens, là où il y a la séparation des pouvoirs, où il y a une justice libre et indépendante. C'est-à-dire le juge, les appareils judiciaires peuvent faire leur travail librement. Alors, non, Lies. La révolution portugaise, on appelle la révolution des œillets, elle a réussi parce qu'il y avait des officiers libres au sein de l'armée qui ont décidé de prendre, et en plus le Portugal, il est en Europe, il est entouré. Ils ont fait ils ont fait un coup d'État pour arracher le pouvoir à l'armée, mais ils l'ont tout aussitôt restitué au peuple. Voilà, ils l'ont pas gardé. Absolument, il faut savoir que le Portugal est entouré aussi par des États de droit aussi. Donc il est aidé quand même, il est en sein de l'Europe. Il n'est pas entouré par des États de droit, il a un seul voisin. Ouais, c'est la France. L'Espagne. Et tout autour, c'est l'Atlantique. Il n'a que qu'un seul voisin. Si je ne m'abuse, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Allez-y. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenant il faut se projeter. Il faut se projeter, il faut trouver quels sont les moyens, comment on va travailler ensemble. On va trouver le consensus minimal pour travailler ensemble, pour déloger ce régime. Le régime, il est là, il est ancré, il est tentaculaire depuis 62. Il faut cesser de rabâcher le clan de Oujda depuis 62. Mais tout le monde le sait, le clan militaire, il est là. Les militaires, c'est eux qui en ont pris sur le peuple. Maintenant, comment on va travailler ensemble pour aller... Comment lier cette citoyenneté avec cette identité algérienne pour en faire une identité commune, pour faire émerger sur le long terme une citoyenneté démocratique dans un état de droit. C'est ça maintenant. C'est-à-dire la cible à l'identifier. La cible, c'est le régime. Maintenant, comment travailler ensemble? Quels sont les moyens? Est-ce qu'il faut passer par une désobéissance civile, ce qu'on appelle la résistance passive? Est-ce qu'il faut passer par l'occupation des rues? Est-ce qu'on va venir tous les dimanches festoyer et rentrer? Maintenant, c'est le temps pour travailler, c'est le temps pour se mettre à table. Voilà. La même question. Moi, j'ai toujours dit, Jamel Din, le Hirak, sa revendication, une seule revendication, pas 36 000. C'est une revendication politique
pour un changement en profondeur radical du système de gouvernance. Oui, mais pour une justice transitionnelle, vérité et justice. Vérité et justice, Jamel dit, quand on va dans un avant d'aller dans un état de droit, c'est-à-dire durant la période transitionnelle, on met en place une justice transitionnelle pour assainir tous les problèmes. Voilà. Très bien. Alors, le mot de la fin pour le coup, Samer Hiaoui. Vous savez, Einstein disait une phrase, c'est la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire, si le Hirak reprend exactement de la même manière, pourquoi il y aura un résultat différent? C'est pour ça que... Très juste. C'est pour ça que j'ai plaidé depuis 2019 pour l'organisation, la représentation du Hirak. C'est-à-dire avoir des gens qui coordonnent, qui représentent et qui portent la parole du Hirak. Rien dans le monde ne peut fonctionner, rien. Même quand on stationne son vélo à Paris, il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on puisse trouver cette place du Vélib là où il est. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui s'est mise en place pour que vous puissiez garer votre vélo. C'est-à-dire rien ne peut se faire sans cette organisation. Il ne faut pas demander un état de droit parce que même l'état de Staline était un état de droit. Même Daesh est un état de droit. On veut un état démocratique. Un état de droit, Daesh, absolument Staline, pas. Absolument pas. On ne va pas rentrer Staline dans ce débat, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Bref. Ben, si. Un état de droit, c'est un état qui est fondé sur le droit. Oui, mais Staline avait un état avec son droit. Oh. C'est ça. Il faut plaider l'état démocratique. Lorsqu'on définit le droit. Voilà, d'abord. Oui, mais le droit tel que défini universellement. Qui est défini dans un état démocratique. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. C'est celui-là qui donnera. S'il vous plaît, Samir. Alors, mon mot de la fin. On a dépassé. Donc, dans ce cas-là, pardon, M. Béchina, il faut dire état de droit et démocratique. De droit démocratique. Voilà. Bref, mon mot de la fin, si il n'y a pas une organisation qui coagule toutes les forces, nous allons refaire la même chose pour le même résultat. Même question, pour une dynamique vérité et justice, vous seriez partant? Mais bien sûr qu'il faut avoir une dynamique de vérité et de justice. Il faut solder les comptes. Mais bien sûr. Très bien. Parfait. Samir Hiaoui, merci. Amira Bouraoui, merci. Lias Jbaili, merci. Abdelrahim Moussour, merci. Merci à Nordina Oussat. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir accordé votre bienveillante attention. Bqaw ala khair, b'slama.